viens de voir que j'avais oublié de lancer l'enregistrement de la vidéo, donc c'est fait. Tant pis, on aura loupé le début. Ensuite. Et donc on va pouvoir aborder le vif du sujet. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Vue et de la version 3.0. Donc on va faire ça en deux parties. Une première partie pour expliquer comment fonctionne Vue JS, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on va trouver avec. Et une seconde partie qui fera plus le focus sur la version 3.0, qui était beaucoup attendue et qui est plus ou moins réalisée. On en parlera au fil de la presse. Donc on va démarrer. Donc Vue.js, qu'est-ce que c'est? Selon leurs propres termes, c'est un framework JS progressif qui est de plus en plus populaire et dont on entend de plus en plus parler, qui suit une archi model view, view model. En gros, l'idée c'est qu'on a une vue qui est plutôt stupide, une partie data qui va nous amener les données métiers, et vraiment nos composants vues vont faire ce lien entre les deux et ils vont constituer la partie view model en fait. Les compétiteurs classiques de vue dont vous avez sûrement entendu parler, React, Angular, Svelte qui sort un peu plus dans les trends depuis un an ou deux. Et voilà, les deux gros, le gros framework qui est toujours en tête, c'est React, et Angular qui maintenant est à peu près au même niveau que Vue. Donc Vue, c'est un framework qui commence à dater un peu, il commence à avoir un petit historique. Les premiers commits sont arrivés en 2013-2014. Alors ça, je voulais vous montrer. Hop. Alors du coup, peut-être. Sur les trends NPM, donc sur les downloads des différents frameworks, on voit que React est toujours très en tête, mais Vue, donc c'est la courbe verte, est vraiment pas loin derrière. Il se tire la bourre en fait avec Angular. Et il y a un point qui est assez sympa à noter, c'est qu'au niveau des stars sur le repo NPM, Vue est devant React, donc c'est le premier. Donc ça peut être un point, on va voir qui peut jouer. Donc ça c'était pour tout ce qui était NPM. Hop là, merde, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, secours. Voilà. J'ai trouvé une petite stat sur Stack Overflow aussi. Euh, Stack Overflow envoie des sondages régulièrement à tous les développeurs. Vous avez peut-être déjà répondu à certains de ces sondages. Celui qui vient de sortir en 2020, sur les frameworks, il y a vraiment plein de trucs qui sont couverts. Moi, je me suis limité au framework web. Et on voit que Vue est très bien placé, toujours derrière React, mais vraiment pas loin. Donc là, on est sur les frameworks qui sont appréciés des développeurs. Les frameworks qui sont redoutés par les développeurs, on voit Angular, AngularJS qui est en tête, et Vue qui est toujours pareil, derrière React. Et les frameworks dont les développeurs voudraient voir plus de choses ou en tout cas se pencher un peu plus dessus, voilà, toujours pareil, Vue est toujours dans les trends. Donc souvent c'est un bon signe que le framework tourne bien en fait. Du coup, les avantages de Vue. Il y a Moi, je trouve que c'est un truc intéressant, c'est que par rapport à React et Angular, c'est un framework qui est pas sponsorisé directement par un GAFA, Facebook ou Google. Et du coup, c'est forcément un framework qui a fait un peu ses preuves, ou en tout cas qui intéresse la communauté. Il a un aspect un peu plus communautaire. Et je trouve que ce côté-là est vraiment sympa. Enfin, ça montre qu'il y a quelque chose derrière, quoi. C'est pas juste une lubie, un truc qui est sorti d'on ne sait pas où. Donc il y a un côté pertinent qui me plaît pas mal là-dedans. Il est assez simple d'apprentissage. Alors, il y a des fonctionnalités assez poussées, mais on peut très vite démarrer et on va voir que c'est assez naturel en fait. Alors bien sûr, il faut tout un panel de connaissances, JavaScript, HTML, etc.
mais il est relativement simple. La documentation est vraiment pas mal fournie et traduite dans vraiment pas mal de langues. Perso, moi, je me focalise sur l'anglais et le français, mais la doc est vraiment bien foutue et bien organisée, donc ça c'est cool. C'est cool parce que bah, ça nous permet d'aller plus vite pour comprendre ou pour trouver les features qui nous intéressent. Il y a un truc qui est vraiment sympa avec Vue, c'est l'aspect Single File Components qui permet de retrouver tout ce qui concerne un composant Vue au même endroit dans un fichier. Ça, on le verra par la suite de manière concrète, mais c'est une feature que perso je trouve ça sympa. Et ensuite, l'équipe Vue maintient aussi tout un panel de librairies et de tools. Donc ça, c'est assez cool d'avoir un certain nombre d'outils standards qui sont directement maintenus par l'équipe Vue. Donc ça implique qu'il y a quand même un gros travail qui est fait pour que le framework soit utilisé, soit sympa à utiliser. Les inconvénients que j'ai trouvés. Alors moi je trouve qu'ils datent un peu. J'ai pas trouvé de vrais inconvénients. Alors il y en a sûrement, on en parlera un peu après. Vous m'en trouverez sûrement. Mais ouais, je trouve que c'est des inconvénients qui datent. Alors le premier dont on a parlé, c'était la barrière de la langage. Initialement, Vue, c'est un framework qui a été très populaire en Chine. Et du coup, dans les forums, ça arrive qu'on tombe sur des posts en chinois. Alors forcément, moi perso, l'anglais, je me débrouille, et le français aussi, mais alors le chinois, si je tombe sur une page en chinois, je laisse tomber. Donc voilà, ça peut être une barrière pour aborder les forums ou la communauté. Je trouve que enfin moi ça m'est pas arrivé vraiment souvent. Vu que la doc est très fournie et qu'il y a quand même une communauté qui grossit, euh, aujourd'hui je trouve que c'est plus vraiment vrai. Pareil, la petite communauté, on voit que dans les trends, dans ce que je vous ai montré, c'est quand même un truc qui grossit. Pour moi aujourd'hui c'est un framework qui est vraiment utilisé et on en entend de plus en plus parler, bah, enfin que ce soit dans le dev ou même dans les trends, il est vraiment en train de monter. Et pour moi la communauté elle est quand même assez réactive, quoi. Là encore une technologie assez jeune, alors sûr il est arrivé un peu après Angular et React, mais voilà on a vu ils ont parcouru pas mal de chemin depuis 2014. Là, ils viennent de sortir une majeure, alors, elle n'est pas vraiment sortie, on va en reparler après. Mais quand même, ouais, ils avancent bien et je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Donc, pour moi aujourd'hui, je l'utilise tous les jours dans le cadre de mon boulot. On l'utilise en prod et ça nous pose pas plus de problèmes que si on était sur React ou Angular. Alors, je vais faire un petit truc. Voilà. Donc du coup, tout à l'heure j'ai parlé des outils et des libs officiels. Alors je vais en lister juste quelques-unes, c'est les principales. La première c'est Vuex, qui est une lib de state management bah, orientée architecture flux et vraiment dans le même état d'esprit que ce qu'on peut trouver sur Redux. Vue router qui permet bah, de gérer le routing dans l'application. C'est souvent un composant qui est soit intégré dans le framework ou qu'on utilise ou qu'on va vite utiliser. Donc c'est cool qu'il fasse partie des libs officiels. Donc ça permet de gérer le routing entre les pages de notre SPA. Vue CLI, donc c'est l'outil qui permet la boîte à outils qui permet on va dire, de faciliter la vie du développeur euh, pour le bootstrap ou en tout cas pour vraiment travailler avec le framework au jour le jour sur la ligne de commande. Les DevTools, bah ça voilà, les DevTools dans le navigateur c'est assez essentiel maintenant et du coup bah là ils travaillent, ils sortent les DevTools à côté de ça. Je sais pas pourquoi. Et Vture c'est simplement une extension VS Code qui est aussi supportée par la team Vue, donc c'est intéressant. Si on utilise VS Code, on a un plugin officiel. Voilà, j'ai essayé de me dépêcher un peu parce que j'ai l'impression que je prends un peu mon temps. Donc, comment ça marche Vue? C'est assez simple en fait. Comment vont communiquer les composants les uns avec les autres?
En fait, on va avoir du passage d'informations entre un parent et un enfant via des props et de la remontée d'informations de l'enfant vers le parent via des événements. Voilà, tout est dit. Euh, Tout le reste, moi je considère comme étant du domaine du composant, donc de sa boîte noire, et reste privé, enfin reste devrait être inaccessible de l'extérieur. Donc en fait, quand on va communiquer avec un composant, on va communiquer avec ses événements et ouais, avec ses props et ses événements. Ensuite, le cycle de vie de vue. Alors, quand on construit des composants web, on va avoir besoin d'interagir avec sur les différentes phases du cycle de vie. Ici, on a quatre gros hooks, on va dire, qui sont à chaque fois splittés en deux. Donc, la partie created, qui en fait concerne la création de l'instance du composant au sens JavaScript du terme. En fait, c'est là où on va créer tout notre state, tout notre composant, qu'on va initialiser les variables, etc., qu'on va euh, initialiser les injections et le système de réactivité qu'on verra juste après. Ensuite, on va avoir tout ce qui est mounted qui va correspondre en fait au rendu du composant. Donc une fois qu'il est créé, initialisé, enfin le moteur va compiler le template, l'alimenter avec les données, et du coup va effectuer le rendu du composant dans le navigateur. Une fois que ce composant est rendu, il va vivre sa vie, on va interagir avec, etc. etc. Et du coup, on va pouvoir avoir des updates. C'est le but de tout ce qu'on fait en web. On a souvent des trucs dynamiques avec des données qui changent, qui sont mises à jour. Donc il va falloir traiter des nouveaux rendus du composant. Donc ça, on le traite via tout ce qui est updated. Et enfin, le unmounted. Donc ça, c'est pour gérer la fin du cycle de vie du composant. Euh, ça a changé avec la version 3. D'ailleurs, vous voyez sur l'image d'illustration, on l'appelle encore destroy. Voilà, c'est simplement, ça concerne simplement la destruction du composant. Et dans la version 3, le, le terme destroy a été remplacé par unmounted. Là, je vous ai mis le schéma global du cycle de vie. Après, on va pas forcément se focaliser dessus pour l'instant. Donc la réactivité, donc ça c'est un truc qui est important, ça concerne vraiment comment Vue va gérer ses composants et comment il va faire pour effectuer des nouveaux rendus, comment il va détecter des changements dans nos données qui alimentent notre composant et comment il va traiter ces rendus. Donc pour ça en fait quand Vue effectue un premier rendu, il va identifier toutes les données qui sont intégrées au template et donc qui vont être intégrés dans le rendu final du composant. Ces données donc là, qui sont représentées par la partie data vont être Vue va automatiquement générer des getters et des setters sur ces données et du coup ça va lui permettre de watcher les mises à jour de ces données. Et à partir du moment où une donnée va être mise à jour, donc on va avoir tout un système de watcher qui va détecter ces changements et qui va provoquer des nouveaux rendus du composant, etc. Et du coup, on a un cycle qui, qui est en attente perpétuelle de changement et qui va réagir suite à ces changements. Donc ça, c'était un peu la théorie. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir une petite appli assez simple, concrète, pour qu'on voit vraiment à quoi ça ressemble tout ça. Donc j'ai fait une sorte de mini chat et on va regarder vraiment voilà, tous les composantes importantes de vue et comment ça se traduit dans le langage, tout ce qu'on peut faire. Donc ici on a un petit module de chat avec un composant plutôt orienté smart qui correspond à toute la page en fait, et un certain nombre de sous-composants
plutôt dumb, donc soit des panels, des containers plutôt avec un titre et un contenu, une notion de user avec des avatars, un message et de l'input de message. Donc on va voir un peu tout ça en détail. Hop. Hop. Alors. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, je suis pas un gros spécialiste Twitch, j'essaye de regarder s'il y a des questions au fil de l'eau et, euh, et du coup, la team des orgas là, est pas mal au taquet à regarder votre chat. Donc n'hésitez pas à poser des questions. De toute façon, on fera un petit topo à la fin, voilà, si vous avez des sujets. Donc en fait, ce qu'on va voir, c'est, on va commencer déjà par voir euh, comment ça se présente un composant vu. Un composant vu, donc ça c'est l'aspect single file component. C'est assez intéressant parce qu'il va tout inclure dans le même fichier. Donc on va avoir trois parties dans un fichier vu. On va avoir une partie template qui va contenir un pseudo-code HTML avec voilà, du templating. On voit qu'il y a des trucs un peu bizarres, là, des deux points, des, euh, des doubles accolades. Donc ça c'est la partie templating, c'est vraiment le, la vue un peu stupide. Une partie script qui là va être du JavaScript ou du TypeScript. Alors j'ai tout développé en JavaScript parce que je suis pas encore trop à l'aise avec TypeScript, mais on peut travailler avec TypeScript. Donc toute une partie JavaScript et on va voir un peu dans le détail tout ce qu'on peut faire avec. Et enfin une partie style bah, qui permet voilà, de styler. Là c'est vraiment du CSS basique et en fait on va pouvoir réutiliser ces classes dans, directement ici dans notre composant. Donc comment ça se traduit? Comment on va pouvoir réutiliser des composants à l'intérieur de d'autres? Ben, en fait, on va simplement importer un composant. Alors il faut le redéfinir ici, c'est une mécanique, je crois qu'ils sont en train de travailler dessus. C'est un peu redondant, mais du coup, on définit les composants qu'on va utiliser et tout ce qui est défini ici dans Components, on va pouvoir le réintégrer directement dans le template. Donc là, je vais instancier en fait mon composant avatar en lui passant des propriétés. Donc là, on va voir un peu plus les props. Donc on va aller voir un autre exemple qui sera un peu plus simple pour démarrer là-dessus. Voilà, donc on retrouve là un composant un peu plus simple. En fait, c'est un bouton juste qui est constitué d'une icône avec toujours ma partie template, ma partie script et ma partie style. Et ce qu'on va regarder un peu plus en détail maintenant, ça va être les props. Donc les props, c'est ce qu'on définit sur notre composant. Si vous vous rappelez, c'est ce qui va permettre à un parent de transmettre des données à un enfant. Donc ici, par exemple, on a défini une props de type string. Donc on a tous les types standards JavaScript qui sont supportés. On peut aussi définir de l'objet, du tableau, etc. On peut avoir des valeurs par défaut, voire même des fonctions de validation des props. Donc tout ça, ça se rajoute voilà, il y a simplement une syntaxe. En fait, vu, il y a un peu de convention. Donc ça veut dire qu'il va falloir un peu apprendre cette convention qui reste assez légère, je trouve. Alors j'ai pas vraiment utilisé Angular, mais de ce que j'ai pu lire, c'est vraiment beaucoup plus léger qu'Angular. Il me semble qu'Angular est vachement orienté convention et des fois peut-être un peu trop. Euh, mais voilà, du coup, enfin voilà, il y a cette petite syntaxe à faire. Donc ici, on a un composant qui s'appelle comment? Icon button. Et lui, en fait, en input, il attend un paramètre, une props icône de type string. Alors maintenant, si on regarde où est-ce qu'il est instancié, alors là, on va aller dans le méga composant, mais on va juste regarder cette partie-là. En fait, ici, voilà, j'ai instancié mon composant et je lui passe sa. Donc, on avait vu la définition en fait de la props, et là, bah, à l'instanciation, je vais pouvoir alimenter ma props. Donc là, avec une chaîne, une string basique, donc en fait qui correspond à une fonte Awesome Icon et qui va me permettre d'afficher cette fonte. Je vais vous montrer un autre exemple qui est un peu moins compliqué que celui-là, où on a des props de l'instanciation un peu plus complexes.
En fait, par défaut, quand on alimente une prop sur un composant, c'est considéré comme une string en fait. Euh, du coup, non, je regardais les commentaires sur le chat là, ça m'a fait marrer le joystick, hein. Mais ouais, en fait, par défaut, une prop, ça va être une string. Et par contre, si on rajoute des deux points devant, ça va être interprété en JavaScript. On va voir après. Du coup, là, je pourrais même mettre un- un objet JavaScript en passant des propriétés, etc. Donc en fait, tout ce qui, à partir du moment où on préfixe notre props avec deux points, ça va être interprété comme du JavaScript. On n'est plus sur de la string pure et dure. Alors il y a une question, est-ce que c'est une best practice d'être en single file component? Alors tu peux séparer, normalement tu peux séparer ça en plusieurs fichiers, tu peux même ne pas avoir un template et avoir une fonction de rendu un peu à la React. Perso, toutes les fois où je l'ai vu utiliser, je l'ai vu utiliser de cette façon-là, parce que ça te permet de tout regrouper dans le même fichier. Mais normalement, tu dois pouvoir, ouais, tu dois pouvoir le séparer, parce qu'en fait, le plus dur, c'est de tout regrouper. Donc, à partir du moment où tu arrives à tout processer dans un fichier, limite, si tu l'éclates, c'est pas. Enfin, je pense pas. Pour moi, c'est moins compliqué, quoi. Donc, mais voilà, moi, je trouve. Après, c'est personnel. Voilà. Je trouve que c'est un avantage d'avoir tout au même endroit. Ça t'évite d'avoir soit une arborescence de malade avec des dossiers pour chaque composant, puisque bah, t'en fous dedans. Euh, et ça t'évite de faire des allers-retours entre plusieurs fichiers pour gérer un même composant, quoi. Donc là, on était sur les props et voilà. Donc on a des props qui peuvent être interprétés, c'est important. Maintenant, on va voir les événements. Alors, je vais essayer peut-être d'accélérer. Au pire, on ira plus vite après. C'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Les événements. Donc on a vu comment passer des données à l'instanciation d'un composant, comment on fait pour remonter des infos aux parents. Donc, en fait, on a tout un système d'événements bon, assez standard sur de l'émission et du list. Je ne sais plus comment il s'appelle le pattern, là, je crois que je les confonds. Mais en gros, on peut émettre un événement en lui passant un nom et une payload. Alors on verra, là on est dans un cas un peu spécial, je vous ai montré un exemple un peu pourri. Ça c'est un truc un peu spécial, mais en gros on émet un événement et bah voilà, on intègre la payload à l'événement. Euh, donc voilà, vous focalisez pas sur le deux points qui est un peu bizarroïde là. Ça c'est un petit cas spécifique en fait. Et maintenant on va voir comment il est récupéré cet événement. Comment on fait pour... donc là, on a vu comment on émettait un événement. Et maintenant, pour écouter un événement, donc on a deux exemples ici. On va utiliser la syntaxe arrobase. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vu à chaque fois des syntaxes shortcut et des plus longues, moi je vous montre que les shortcuts, parce que je trouve qu'il n'y a pas un grand intérêt à connaître les autres. Mais voilà, si vous voyez des v-bind-on click, eh ben ou v-bind- alors je me rappelle même plus, mais on click, c'est la même chose que le arrobase. Mais voilà, pour moi ça n'a pas trop d'importance. Donc ici on écoute deux événements. Un événement standard HTML clique sur notre icône button et on voit que sur les clics qui seront remontés de cette icône button, je vais avoir une fonction submit message qui va être appelée. Et pareil sur un composant message input, donc là j'ai un événement enfin, du coup, qui est standard aussi HTML mais qui est wrappé par vue qui va me permettre de récupérer en fait cet événement sur la combinaison de touches CTRL entrée et je vais appeler sur cette combinaison je vais aussi appeler la fonction submit message. Donc voilà, en fait pour écouter les événements on va faire un arrobase le nom de l'événement et on va intégrer soit l'action directement qu'on veut faire ou soit la méthode qu'on veut appeler. Étant donné que c'est du JavaScript ici, on pourrait très bien effectuer l'action directement inline dans le template. Après, ça devient un peu cracra. Je vais vous montrer ensuite une autre propriété qui s'appelle data. En fait, on a vu les props. Data, c'est quasiment la même chose que les props. C'est un objet avec des attributs. Et alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que toutes les props et tout ce qu'on trouve dans data va être dispo dans le composant directement à la racine du composant. Ça veut dire que si ici je définis un
une propriété qui est donc une data qui s'appelle interval ID. Dans tout le composant, je vais pouvoir faire référence à cette propriété directement depuis this. Et pareil pour les props. D'ailleurs, on voit qu'ici il y a une date. Là, voilà, ici j'appelle this.date. En fait, je fais la référence sur la props. Voilà, donc le data, en fait, c'est toutes les données dont vous aurez besoin dans votre composant, mais qui ne sont pas sur lesquelles les autres composants, les composants parents, vont pas pouvoir directement venir, enfin, vont pas pouvoir directement les impacter. Donc en fait, pour moi, c'est tout le state interne en fait du composant. C'est là où on va avoir tout notre tambouille interne du composant où on a nos données boîte noire. Computed. Alors je vais vous parler des computed. Ça c'est quasi peut-être la grosse feature de vue à utiliser tout le temps. En fait, computed, qu'est-ce que ça va faire? C'est une fonction qui ne prend pas de paramètres et alors, ce serait bien si j'arrivais à récupérer. Ah, non, non, pardon. Donc en fait, c'est une fonction qui n'a pas de paramètres et qui va être cachée, qui va être mise en cache. Ça veut dire que si on l'appelle plusieurs fois de suite, elle va nous renvoyer le même résultat. Et par contre, ces dépendances, que ce soit au niveau props ou data éventuellement, toutes ces dépendances réactives vont provoquer enfin, toutes les méthodes computed, enfin toutes les fonctions computed qu'on va avoir vont être réactives selon leur dépendance. Ça veut dire qu'ici, en gros, pour faire concret, pour mieux expliquer ça, ici je crée une donnée avatar source, en fait, à partir de mon nom d'avatar. Si cette métadonnée changeait, ça provoquerait automatiquement un changement de ma métadonnée. Donc on a vraiment l'aspect réactif qui est propagé au travers des dépendances. Je dois pouvoir avoir un autre exemple, peut-être un peu mieux. Ici, si je vais dans les computed. Donc ici, typiquement, on a de l'HTML en input et on veut l'afficher. Alors ça, c'est une directive, on verra un peu. On veut l'afficher tel quel dans le DOM. Et bah, par contre, pour éviter toutes les attaques, on va passer ça par un sanitizer. Et du coup, si ma prop s'évolue au fil du temps, si elle change dans le temps, automatiquement ma variable computed sanitize HTML sera elle aussi mise à jour et sera propagée dans le template. Donc voilà, on a l'aspect réactif qui est conservé et on a du cache. Voilà, ça nous évite, la méthode sera pas sera pas réévaluée deux fois si ces dépendances réactives n'ont pas changé. Donc à côté des computed, on va retrouver des méthodes classiques sous le terme methods. Là, c'est des méthodes toutes simples avec des paramètres. Et là, il n'y a pas du tout de système de cache. Donc donc il n'y a pas de système de cache, donc c'est une méthode et à chaque fois qu'on l'appelle, elle est entièrement réévaluée. Voilà, quelques méthodes. Alors souvent, en fait, il faut essayer de le plus possible s'appuyer sur les computed, parce que c'est ça qui rapporte beaucoup de souvent on a tendance en fait à utiliser des méthodes pour transformer des données. Je crois que j'ai quelques exemples. Typiquement là pour afficher le nombre de messages, enfin la taille d'une liste, etc. On va, on va appeler une méthode qui récupère la taille de la liste qui l'affecte à une variable. En fait, quand on crée une computed, il y a tout un système de cache et il y a toute la réactivité qui est mise en place qui permet simplement de gérer ça. Donc ici par exemple, j'ai des messages qui sont soit de la prop, soit de la data et une computed message number qui en fait récupère la taille de ces messages et je vais la réutiliser directement dans le template et j'ai pas besoin d'appeler mes messages, la taille de mes messages, de checker, enfin tous les checks, tout ce qui peut polluer le template avec des checks nuls, etc. Voilà. On peut le traiter à côté et on a tout le système de cache et la réactivité qui sont mises en place. Je vais vous parler des watchers. J'y suis. Les watchers, c'est en fait un mécanisme qui nous permet d'avoir la main sur la réactivité.
On a vu qu'ici, les compute-it, tout se faisait automatiquement. Par exemple, si la variable message est modifiée, automatiquement, cette donnée compute-it va être évaluée, etc. Ça va provoquer un re-rendu si elle est utilisée dans le template. En fait, le watch, c'est un peu le hook interne qui nous permet de prendre la main sur des actions spécifiques ou sur un changement. Donc typiquement ici, le watch, comment ça marche? Je définis ma donnée sur laquelle je vais avoir un watch, un hook, donc message qui est forcément défini quelque part, soit dans le data, soit dans les props. Et, euh, et en fait, mon message, ce que je veux faire ici, c'est assez con en fait, c'est quand il y a un update sur la liste de messages, je veux pouvoir scroller tout en bas de l'écran pour pas avoir de décalage entre le dernier message. Donc en fait, pour faire ça, dès qu'il y a un changement, alors ça c'est un peu spécial, ça me permet d'avoir une action qui sera appliquée qu'au prochain rendu, parce que quand j'arrive ici, le rendu euh, qui sera provoqué par le changement sur message n'a pas encore été fait. Euh, donc voilà, donc en fait si on veut avoir des actions spécifiques, éventuellement des calls à des API, etc., sur des mises à jour de données, on va, on va, on, on va en fait du coup lancer ces actions et faire un peu ce qu'on veut. Si là le but c'est juste de réaffecter la nouvelle valeur dans une variable, c'est un peu, enfin on fait un peu le boulot de la réactivité qui est en sous-marin. Euh, Ensuite on va passer aux directives. Je vais essayer de me dépêcher un peu. J'ai une question sur l'ordre des composants template, script, style. J'avoue que j'ai jamais essayé de le changer. Voilà, la question c'est est-ce que l'ordre est figé ou est-ce qu'on peut le changer? J'ai jamais essayé de le changer parce que ça fait un peu sens. J'en ai aucune idée. Là, il faudrait tester. La méthode est bindée sur la propriété du même nom dans l'objet data. J'ai pas trop compris la question. Bon, on essaiera de voir après. De toute façon, vous pourrez venir poser vos questions un peu après. Je vais juste aller un peu plus vite parce que là, sinon, on va passer trop de temps. User. En fait, on va aller voir les directives maintenant, ce qu'on peut utiliser dans les templates. Donc on en a plusieurs. Donc on a les VIF qui permet d'afficher un composant et tous ses enfants selon une condition. Donc là c'est évalué en JS. Donc là si j'ai un avatar qui a été défini dans mes props, je l'affiche, sinon j'affiche rien. Donc si la condition n'est pas respectée, le composant ne sera pas du tout rendu, il apparaîtra pas du tout dans le DOM. On a une directive qui s'appelle vshow qui dans tous les cas effectue le rendu du composant, mais il va jouer après sur le paramètre display none ou display block je pense pour l'afficher ou pas. Donc le vshow, le composant sera rendu dans tous les cas, vif il sera rendu seulement si la condition est respectée. Et s'il y a un switch, s'il y a un changement d'état de ma donnée avatar, le composant sera détruit. C'est-à-dire que s'il était affiché et qu'on on le, on le masque, il sera complètement détruit. On a une directive qu'on a vue tout à l'heure, VHTML, qui permet de directement intégrer dans le composant du code HTML. Donc ça va faire le rendu du HTML. Voilà, donc sinon on a des soucis, on peut avoir des soucis pour échapper des entités, etc., etc. On va avoir du contrôle de boucle. Typiquement ici, donc les directives VFOR. Ici, je vais afficher la liste de mes utilisateurs connectés. Donc, j'ai une liste, je vais itérer dessus et après, toutes les props de mon composant, je vais pouvoir l'alimenter avec euh, mon itérateur en fait, avec les options de mon itérateur. Et du coup, il va créer, là ici, il va créer autant de users qu'il y en a dans ma liste. Et vmodel, ça c'était le truc un peu bizarre qu'on avait vu tout à l'heure. C'est une directive. Ah, on l'a pas ici. En fait, c'est une directive qui permet d'avoir du double binding et on l'utilise souvent sur les composants front, enfin sur tout ce qui est input, éléments de formulaire en fait. Du coup, c'est plus simple d'avoir du double binding dessus. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du double binding? Donc le vmodel il est ici. Donc ça veut dire que mon composant message input, je vais l'associer à ma métadonnée markdown qui est définie ici, qui est vide par défaut.
Et en fait, on aura du double binding. Donc ça veut dire que soit ma donnée va changer depuis le parent et elle va être automatiquement propagée dans l'enfant et ça va, du coup, elle va apparaître, enfin, elle va être mise à jour dans le text area. Soit elle est modifiée directement dans le text area et à ce moment-là, elle va remonter aux parents automatiquement et la variable markdown qui est associée sera mise à jour en parallèle. Alors, limite, on peut aller voir un peu tout ça. Donc j'ai ma fenêtre, donc là voilà, j'ai ma petite fenêtre de chat avec mes utilisateurs qui sont connectés et des messages. Et en gros, maintenant je vais pouvoir tester ça. Et je vais vous montrer les DevTools en fait, c'est ça qui m'intéressait. Par contre, j'aimerais bien que... Ah, alors, petite boulette. J'aimerais bien que vue soit actif. Alors, des fois les DevTools sont un peu capricieux. Ah, tu vas voir qu'on va même pas réussir à les avoir. Pourtant, il me les détecte bien. Bon, bah sinon on va pas perdre trop de temps. Ah, je sais pas ce qu'il me fait avec les debugs. Ah, on va essayer de virer tout ça. Bon, bah impossible d'avoir des DevTools qui marchent. On va peut-être essayer dans une nouvelle fenêtre. Et sinon on va laisser tomber, c'est pas très grave. Ah, ça y est. Je voulais vous montrer ça. Donc en fait, avec les DevTools, on va avoir toutes les métadonnées. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, ma variable markdown, elle est, elle est setée. Quand je mets à jour mon input, on voit qu'il remonte automatiquement. Donc mon input, il est ici. Et ma valeur, elle se met à jour ici. Et automatiquement, il remonte l'info aux parents, au chat. Donc à la variable markdown qui est associée. Et quand je fais l'envoi du message, ce qui va se passer, c'est que dans mon module chat, je vais réinitialiser Markdown en chaîne de caractères vide. Et ça va, bah, c'est là où on va voir le, le double binding, c'est que ça va également, bah, du coup, mettre à jour le text area. Et voilà, maintenant tout est redevenu vide, etc. Donc voilà, c'est juste ça le côté euh, double binding. Je fais un petit système d'envoi de messages euh, automatique, donc c'est pour ça qu'il y a des messages qui apparaissent. Ne vous inquiétez pas. Dernier truc, et je vais essayer de me dépêcher vraiment. Dernier truc que je vais vous montrer sont les slots. En fait, ça nous permet de définir des zones de nos composants qui pourront être surchargés ou remplis à l'instanciation. Donc typiquement, là j'ai un panel qui est un container assez simple avec une partie header, une partie body. Et ben, dans mon composant, j'ai aucune idée de ce que je veux mettre dedans et j'ai pas forcément envie de passer toute une partie, enfin une palanquée de templates dans les props pour faire le rendu à la volée. Donc là je définis un slot et en fait quand on l'utilise, alors du coup pour que vous voyez bien le truc, en fait le panel il est utilisé à la fois ici avec un simple titre, d'ailleurs je vais reprendre les DevTools, il est utilisé ici. Ah, il arrive plus. Bon, bah j'ai perdu mes DevTools. Il faut que je rouvre des fenêtres, je sais pas pourquoi. Hop, en fait, il a un simple titre et un contenu, donc une liste de users. Et on va tout virer. Bon, c'est pas grave. Donc ici, on a un titre et une liste de users. Et en fait, quand on écrit un message, je vais réutiliser ce même composant. Je vais avoir ici, cette fois, dans la partie header, bah, l'avatar et le user, et dans le corps, le message. Donc en fait, comment ça se traduit? Ça se traduit de cette façon-là. Ça se traduit de cette façon-là. Dans le chat, je crois qu'il y en a un. Ici, voilà, j'utilise mon panel et en fait, je vais définir ce que je mets dans chaque slot. Donc ici, je mets dans le header, je mets simplement une chaîne de caractères et dans le body, je vais pouvoir passer voilà, du contenu, du template, etc., etc. Donc ensuite, donc là on a fait un petit tour, alors c'était un peu rapide, j'espère que je vous ai pas perdu trop.
de ce que donne une appli vue assez simple. Tout ça, de toute façon, je le publierai, c'est sur GitHub, donc vous pouvez regarder tranquillement comment ça marche. Mais l'idée, c'est que ça, pour moi, ça reste assez simple quand même. Toute cette partie, euh, comment dire, euh, single file component, ça permet d'avoir des fichiers qui sont bien groupés et, euh, et au final de la communication entre composants assez simple. Donc on va continuer et maintenant je vais parler un peu plus de ce qui a été apporté par la dernière version, la 3.0. Du coup, déjà elle est sortie en septembre, donc elle est sortie il n'y a pas si longtemps de ça. Alors sortie oui, mais si on va sur le repo vue, on voit qu'on est toujours en 2.5 ou 2.6, je sais plus exactement la version, je crois que c'est 2.6 quelque chose. En fait, la version 3, elle est dans un canal de release Next. Pourquoi ça? Donc ça voudrait dire qu'elle est pas stable. Si, elle est bien stable. Mais en fait, eh ben, comme avec Vue, on a un certain nombre de librairies et de sous-projets qui viennent à côté. Voilà, en fait, ils sont en train de migrer petit à petit les projets et ils sont en train de valider tout le processus de migration. Si on veut migrer de la version 2 à la 3, voilà, ils sont en train de vérifier que tout marche bien et qu'il n'y a rien qui explose, quoi. Donc voilà, elle est presque réalisée officielle. Si on compte pas tout ce qui a toutes les libs autour, il y a la release qui est officielle. Donc un des trucs qui est vachement boosté sur cette version, ce sont les perfs. En fait, elle a été entièrement réécrite en TypeScript. Ils ont aussi revu complètement l'architecture pour qu'elle soit, pour que le framework devienne modulaire et qu'on ait du tree shaking. En fait, précédemment, quand on voulait utiliser Vue, on importait la lib Vue et on se tapait tout le moteur Vue, donc plusieurs kilos de code qui arrivait, peu importe qu'on n'utilise qu'une partie ou pas. Maintenant, avec cet aspect tree shaking, on va importer seulement ce qu'on utilise dans Vue. Donc ça va alléger. Alors forcément, il y a quand même, on va dire, une base minimale, mais voilà. Donc avec le tree shaking, on va importer que ce qu'on va utiliser. Une réécriture du Virtual DOM, alors je n'ai pas creusé en détail, j'ai trouvé plusieurs articles qui en parlaient, donc si jamais ça vous intéresse, il y a les infos euh, sur ces articles-là. Et en gros, cette version, elle est plus légère, plus rapide et plus propre. Alors, c'est moi qui ai mis plus propre. En gros, les stats qui sont annoncées, alors c'est les annonces qui vont avec la release. Perso, j'ai pas eu le temps de tester plus que ça. Alors, il nous annonce jusqu'à 41% euh, de, de légèreté, de taille réduite avec le tree shaking, un rendering qui irait à 55%, qui serait 55% plus rapide, des updates 133% plus élevés et une cinquantaine de pourcents en moins d'utilisation mémoire. Donc voilà, bon après à voir, c'est toujours des up to, donc c'est sûrement la vérité entre les deux, mais le fait est que les perfs ont été améliorés à tous les niveaux, que ce soit sur la taille du package, que ce soit sur le rendu, sur les updates ou sur l'utilisation memory. Et le fait que ce soit réécrit en TypeScript, ça permet d'avoir une meilleure inférence et du coup une meilleure inférence de type et du coup une plus grande facilité d'utilisation pour ceux qui utilisent TypeScript. Le système de réactivity a été complètement réécrit aussi avec des proxys JS. Précédemment, en fait, Vue utilisait des getters et des setters, on l'a vu tout à l'heure, qui étaient définis via les define properties sur les objets. Maintenant, ils utilisent des proxys. On pouvait avoir des difficultés à détecter les changements sur des objets ou des tableaux, et maintenant c'est beaucoup plus souple en fait. Euh, Téléporte. Ouais, en fait, ça, je suis allé trop vite. Ça, c'est un truc qui existe déjà sous forme de plugin. C'est l'aspect portal. Ça permet de. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une balise téléporte. Ça permet de définir un composant, mais par contre d'effectuer son rendu complètement autre part dans le DOM et surtout complètement. Enfin, en dehors de l'application vue.
Ça peut être utile pour des features du genre modal qui, si elles sont instanciées en plein milieu d'une single page application, ça peut être compliqué par exemple, d'avoir une full screen modal avec voilà, tous les aspects absolus et tous les problèmes qu'on peut avoir avec les parents, les nœuds parents, etc. Là, on va pouvoir directement effectuer le rendu du composant ailleurs dans le DOM, comme si on téléportait notre composant ailleurs. Alors après, pas utiliser partout, quoi. Faut que ce soit quand même maîtrisé. Utiliser que, allez pas faire du téléport dans d'autres composants vus, quoi. Les fragments, ça c'est un truc tout con. C'est en fait, initialement dans le template, on était obligé d'avoir un seul nœud route. On pouvait pas en avoir plusieurs. Et ça, ils ont changé pour que on puisse en avoir plusieurs. Ça évite d'avoir des nœuds qui existent, enfin qui ont aucune utilité, qui sont juste là pour faire plaisir au, au linter. Après, il y a un sens, il y a un sens derrière. Du coup, il y a quelques features qui en découlent, mais voilà. Aujourd'hui, on peut avoir plusieurs routes dans un composant. La Composition API, c'est un truc assez intéressant. J'avais prévu de vous faire une démo, mais ça a peut-être peu de sens. Je vais vous montrer le code en fait. Je vais pas l'écrire, comme ça on va gagner un peu de temps. En fait, c'est ce qu'on peut rapprocher des hooks React. Alors, je crois qu'Angular, ils ont sorti une feature du même acabit. L'idée, c'est de changer la manière dont on écrit les composants pour, pour améliorer deux choses en fait. Pour améliorer la lisibilité des composants et pour éventuellement pouvoir réutiliser plus facilement du code d'un composant à l'autre. Donc ici, on a deux schémas. Il ne faut pas essayer de lire le texte parce que ça servira à rien. L'idée, c'est qu'en fait, quand on commence à avoir des gros composants, on a vu qu'il y avait voilà, plusieurs parties, les props, les data, les méthodes, les computed, etc. Et tout ce qui concerne les mêmes fonctionnalités business vont se retrouver un peu splittés dans le composant. Donc en fait, c'est là le sens des couleurs. C'est ici en fait tout ce qui concerne vraiment la même feature a été colorié de la même couleur. Et du coup, on voit que très vite, on se retrouve avec des trucs à droite à gauche. On a un bout de vert ici. Et du coup, quand on commence à avoir des gros composants, on est obligé d'être sur du mode CTRL F en veux-tu, en voilà pour arriver au bon endroit, à la bonne méthode, etc. Si on a des composants à plusieurs centaines de lignes, et ça peut vite arriver, voilà, ça devient compliqué à lire. Et l'idée de la Composition API, là c'est le même code qui a été refactoré selon cette API. En fait, l'idée c'est que tout le code va être regroupé au même endroit et voire éventuellement externalisé dans des fichiers externes. Donc on pourrait le réutiliser tel quel dans un autre composant. Donc ça c'est assez intéressant. Après attention à pas sortir toute la logique du composant dans plein de fichiers externes et du coup va se retrouver avec un truc multi-fichier cauchemardesque à maintenir. Mais je trouve que c'est intéressant pour les gros composants pour moi c'est à faire en plusieurs avec une approche en plusieurs étapes. D'abord refactorer le composant selon la Composition API et vraiment voir ce qui est pertinent à externaliser si on le réutilise tel quel dans d'autres composants. Mais ouais, pas tout externaliser dès le début et faire un feu d'artifice de fichiers. Alors j'avais tout détaillé ce qu'on peut faire avec. Ce que je vous propose, c'est de reprendre notre petit exemple. Alors je voulais tout l'écrire en mode live coding, mais je vais prendre je vais faire un peu le feignant. Je vais prendre la solution toute faite et, euh, et en fait on va la parcourir pour que vous voyez le truc. Après, si vous voulez, la doc est vraiment bien faite là-dessus. Il y a pas mal d'articles qui le traitent. Donc, en gros, l'idée de la Composition API, c'est qu'on va garder, en gros, on va garder ça de notre partie script. On va garder enfin tous les imports, etc. Alors, on va garder la définition des composants et les props, et tout le reste, on va le réécrire. Alors, hop, donc tout le reste, je le dégage. Voilà. Et bon là, je triche, du coup, je copie-colle. Mais en gros, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va utiliser des fonctions de vue. Ref, computed, watch, là voilà, c'est ce que j'ai rajouté.
Et on va utiliser ces fonctions pour remplacer ce qu'on faisait précédemment. Donc maintenant on se retrouve avec une seule méthode setup qui va qui va nous permettre d'accéder à nos props. Éventuellement il y a d'autres objets pour accéder aux événements, aux slots, etc. si on en a besoin. Et voilà. Et maintenant, donc, pour définir une variable qui est réactive, on va utiliser la fonction ref en passant la valeur par défaut. Donc ici, là où précédemment j'avais un connected user, alors j'aurais peut-être pu le garder. Alors ce qu'on va faire, voilà, on va le garder et je vais copier-coller ça. Voilà. Donc en fait, précédemment, on avait du connected user, du message et du markdown. Et en fait, là, bah, on a défini des variables JS standards. Et simplement, elles sont initialisées avec une fonction ref, avec la valeur par défaut qu'il y a dedans. Ça va nous permettre d'activer, enfin de rendre ces variables réactives. En fait, ce que va faire Vue derrière, il va créer des objets et il va wrapper toute cette valeur initiale et toute la valeur dans un objet. Bon, ça c'est pas important. Donc ensuite, ce que j'avais un hook sur la partie created dans le cycle de vie. Ça n'existe pas dans setup. En fait, created c'est vraiment le démarrage du cycle de vie du composant. Donc bah, il suffit de, en fait, dans le setup, on est aussi au démarrage, donc il n'y a pas de hook là-dessus. Éventuellement, sinon il y a des fonctions unmounted. Alors je vais remettre juste mon import que j'ai dégagé tout à l'heure. Ah. Éventuellement, on peut ici appeler des fonctions unmounted avec qui vont nous permettre d'appeler un callback. D'ailleurs, je crois que je vais le faire. Non, peut-être pas. Mais voilà, du coup, si on avait besoin de se raccrocher sur le cycle de vie, on pourrait le faire via des fonctions. Donc ici, maintenant, je fais tout le boulot que je faisais dans mon created. Si je regarde, hop, j'initialisais mon tableau et j'appelais une fonction qui me permet de générer des utilisateurs random qui vont se connecter, se déconnecter. En fait, là, je dupliquais les choses. Le truc qui change, c'est que maintenant, précédemment, j'appelais les props, je les récupérais depuis le contexte 10. Maintenant, je les ai via l'argument props. Et toutes mes variables que j'ai définies qui sont réactives, je suis obligé de. Enfin, j'ai accès à leur valeur via la propriété value. Donc voilà, faut pas oublier ça. Donc voilà, donc ici, par exemple, sur tout ce qui est connected user, enfin tout ce qui concerne les users, bah, j'ai réappliqué ce que j'avais fait avant ici. Et on voit que tout le code on peut l'organiser comme on veut. Donc là, tout est à côté, il n'y a pas besoin de switcher dans le fichier pour savoir où c'est. Et pareil, sur les messages, j'ai fait le même travail. On peut définir des computed avec une fonction qui attend un callback. Donc c'est exactement ce que j'ai fait ici, et exactement l'équivalent de ce qu'on va avoir ici, où on définit une computed qui récupère la taille de la donnée message. Alors si je reviens, voilà. Donc là, le message, il est défini ici. Maintenant, il faut que j'appelle bien le value et je récupère sa taille. Toujours pareil, j'ai toutes mes actions qui étaient créées dans le hook created, ben, je les fais à la volée. Là, je redéfinis ma méthode, donc c'est une simple fonction. Toujours pareil, je vais pouvoir redéfinir mes watch. Donc là, je définis qu'est-ce que je watch et le callback qui sera appelé quand il y aura un changement. Donc voilà, c'est assez simple, j'ai trouvé ça plutôt simple à utiliser. En fait, j'étais assez surpris, je m'attendais à galérer un peu. Et je pense en une demi-heure, gros max, j'ai refacté mon composant et je tâtonnais parce que j'avais pas le nom des fonctions exactes à utiliser. Mais, euh, mais voilà. Et enfin, ce qu'on retourne, on retourne un objet qui contient bah, tout ce dont aura besoin le composant, notre composant derrière. Donc tout ce qu'on inclut dans l'objet de retour sera dispo pour le composant. Donc bah, en fait, forcément, tout ce qui est utilisé dans le template, c'est là où on va retrouver tout ce qui est utilisé dans le template. Les connected users, etc. etc. Les fonctions, enfin la méthode qui est appelée, donc tout ça en fait je en définis. Donc là normalement je pense que mon linter il a complètement hurlé parce que bah, j'ai tout qui est dupliqué, etc. Et maintenant si je supprime la partie legacy, ça devrait marcher tel quel. On devrait avoir le truc qui marche.
Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il me dit? Blablabla, not undefined. Ah ouais, il est pas content. En plus, le linter est assez. Mon linter est assez. Pourquoi il est pas content? Ah ouais, parce que j'ai oublié de lui définir ma fonction qui vient de... je sais plus où exactement. Hop. Alors, on va juste faire ça et après on a quasi fini. Tac. Je pense que là j'ai oublié un import en fait. Ouais, là il est content. Et si on retourne sur l'appli, et du coup ça marche comme ça marchait avant. Je vais avoir des messages et je vais pouvoir voilà. Et normalement, bon, j'ai mon module qui connecte des users et qui envoie des messages qui devraient s'activer dans la volée. Donc voilà. Donc en fait, la Composition API, je vais pas trop m'attarder dessus. Là, on est sur la fin et puis j'ai déjà pris pas mal de temps. Mais voilà, ça permet de retravailler en fait notre composant pour avoir euh, voilà, pour le réorganiser et éventuellement pour externaliser toutes ces métadonnées. Alors j'ai mis le détail dans la suite des slides, mais on l'a vu en fait euh, via le petit refact. Est-ce que vous avez... Voilà, je suis arrivé au bout de la presse. Est-ce que vous avez des questions? Je vais essayer de lister un peu dans le chat s'il y a quelques trucs. Et après, voilà, pour ceux qui sont motivés, il y a une petite partie, un petit tool collaboratif en ligne qu'on peut essayer, qui est assez sympa, qui est assez sympa. Donc, voilà. Donc, question. La méthode est donc automatiquement bindée sur la propriété du même nom dans l'objet data. Alors j'ai rien compris. Je pense qu'on viens me voir sur le truc collaboratif là. Je comprends pas. En fait, quand tu as un objet, il n'y a pas de binding qui est automatique. Mais ouais, là faut qu'on en discute là. Je comprends pas ce que tu veux dire. Blabla, donc il y a des sortes de phishing dans les chats, c'est cool. Euh, sur Vutify, ok, je l'utilise au boulot. Ils sont en train de passer en version 3 aussi pour suivre la mise à jour de Vue. Donc Vutify, qu'est-ce que c'est? C'est une lib de composants Vue. Ça vous permet d'avoir en fait des composants propres et d'avoir des composants tout propres en fait. Alors est-ce qu'on peut les voir des composants clés en main alors je crois qu'ils sont accessibles, ils suivent Material Design, etc. etc. Donc voilà, c'est une lib. Après, c'est bien si t'as envie de. Voilà, enfin, si tu cherches une lib et que t'as pas envie de te retaper tous tes composants, tu peux y aller. Je pense que c'est la plus connue de. En tout cas, moi, c'est celle qui me vient le premier à l'esprit si je bosse avec Vue. Après, il y en a plein, il y en a plein d'autres, mais ouais, voilà, ça permet de faire plein de trucs. Euh, voilà, des avis, c'est bien si tu veux pas t'embêter à développer tes composants. Vue est plus proche d'Angular que de React. Au final, alors, je connais pas bien Angular et React, j'en ai pas fait depuis un moment, mais moi je trouve que Vue il est entre les deux en fait. C'est vrai qu'ils ont pris pas mal de trucs sur Angular, il y a les directives, il y a du template. Après, il y a quand même toute une partie JS, enfin t'écris du JS, t'as la partie script où tu peux importer n'importe quoi dedans. Donc, ouais, ils sont un peu, pour moi, ils sont un peu entre les deux en fait. React, dans ma vision, ils sont très JS, du full JS. Ils ont que le JSX qui est un peu exotique. Euh, Après Angular, ouais, je maîtrise vraiment pas. Donc là, j'aurais plus de mal à comparer. Mais pour moi, c'est entre les deux, quoi. Voilà.
Ce qu'on peut faire... Est-ce qu'on peut faire... On peut faire une démo des DevTools. Yes, on va essayer, ça va bien marcher. Alors, est-ce que... Je pense qu'en fait, je sais pas pourquoi il doit y avoir une putain d'erreur. Donc ce qu'on peut faire avec les DevTools... Alors là, j'ai les DevTools en version 3. Et je crois que c'est un peu moins puissant. Euh, Mais en gros, les DevTools, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ils vont nous permettre de lister nos composants et alors je crois qu'on peut, j'utilise jamais, mais tu as un inspecteur. Alors je sais plus comment on fait. Voilà, tu peux inspecter directement les vues. Super. Euh, bon, là, c'est la version 3 qui est encore en bêta, donc normalement, sans ça marche plutôt bien. Enfin, voilà, tu vas avoir tous tes composants vus et en cliquant dessus, tu vas pouvoir avoir toutes les props et les métadonnées qui vont avoir les computed, les valeurs qu'elles avaient. Sur la version 2, si je dis pas de bêtises, il me semblait que tu pouvais mettre à jour, directement changer les données dans le DevTools. Là, c'est pas possible. Il me semble avoir fait dans la 2, mais ouais, ça remonte un peu, donc je pourrais pas te le certifier. Et sinon, ce qui est sympa quand tu utilises Vuex, qui est du coup le module Redux de vue, tu vas avoir toute une partie où tu vas pouvoir remonter dans le temps, donc aller sur tous tes états intermédiaires et directement en un clic et enfin, voilà, facilement remonter dans le temps. Là, j'ai pas du tout axé la présentation sur Vuex, je voulais faire le plus simple possible. Donc, je pense que ouais, typiquement c'est la timeline. Est-ce qu'on va voir les keyboard events ça? Normalement, il serait censé m'en remonter. Mais je pense, ouais, il est un peu buggé. La version 3, je pense qu'elle est un peu buggée là. Voilà, normalement tu es censé voir les événements aussi, ouais, tous les événements. Donc là ils ont fait une sorte de timeline, mais ça marche pas du tout dans la version 3. Et sinon voilà, avec Vuex tu peux vraiment remonter sur tes états et voir. Enfin, du coup ça te repeuple tes composants. Enfin voilà, ça te recharge ton state en fait. Donc ton appli et tes composants sont dans l'état. Tu peux revenir à n'importe quel état intermédiaire. Donc ça c'est intéressant pour travailler un flow. Ça c'est cool. Et voilà, sinon, bah, en fait, ouais, c'est à peu près tout. Tu vas, tu vas aller voir ce qu'il y a dans tes composants, tu regardes toutes leurs props, leurs data, les trucs internes, etc. Après, bah, tu vas avoir du source map à la volée, donc tu peux faire ce que tu veux, tu fais faire du debug. Après, voilà, t'as les DevTools standards, ce que t'apportes Vue, ça va être vraiment la couche au-dessus qui te clean un peu, t'as pas tout le boilerplate du DOM, etc. Voilà. Alors, oh putain, toujours des questions. Est-ce que tu ferais plusieurs composants pour un formulaire avec beaucoup de champs pour garder les composants petits ou tu garderais un seul composant monolithique pour avoir tout au même endroit? Bah, en fait, en fait, c'est le framework ce genre de questions, hein, et je pense que c'est pareil avec React et Angular. Il donne pas de réponse précise. C'est à toi de voir un peu les, enfin, les trade-offs sur ton cas d'usage. Euh, Moi, souvent, j'aime pas quand les composants sont trop gros, surtout sur le template. Moi, en fait, euh, moi, souvent, un test pour voir si un composant est un peu trop compliqué, si le template il tient pas sur une page, pour moi, c'est que ouais, on commence à avoir des problèmes, quoi. Donc, bon, voilà, après, ça dépend de ton projet, ça dépend de combien vous êtes à bosser dessus. Si tu as un composant qui est vraiment énorme, mais bon, tous les autres, ils sont super simples. Voilà, il n'y a pas de bonne réponse, je pense. C'est à toi de voir. Voilà, moi, ma règle, souvent, si mon template j'arrive pas à l'afficher sur un écran horizontal, on va dire, je me dis, ouais, il peut peut-être refact, quoi. Vue X, ouais, c'est exactement basé sur Redux, donc tu as tous les. Alors, c'est un moment aussi que j'ai pas mis les mains dedans, mais on peut. Il y a toute l'histoire du dispatch des actions, etc., etc. Donc c'est vraiment calqué sur Redux. Donc tu vas retrouver exactement les mêmes concepts, les mutations, les actions, les getters, le state. Donc c'est vraiment du Redux pour Vue.
Donc après c'est pareil, tu peux plus ou moins découpler sûrement que j'ai pas bootstrappé un projet avec du flux, mais ouais, après là c'est à toi de voir si tu as envie de prendre ça quoi. Ah, uniquement les datas depuis les DevTools, ok, ça marche, en V2. Ah, donc le Watcher, ouais c'est ça, en fait, ouais, le Watcher, yes, j'ai compris maintenant. En fait, le premier argument, alors là je suis sur la version, je reviens un peu en arrière. Quand je définis un watch, en fait le nom de ma fonction ça correspond à une propriété qui forcément existe déjà, soit une data, soit une props. Le watcher d'ailleurs, par défaut, les props sont pas réactives, on les gère qu'à l'initialisation du composant. Si on veut effectuer enfin si on veut effectuer des actions ou si on veut de la réactivité sur de l'update de props, on est obligé de passer par les watch. Donc ouais, effectivement c'est ça. Le nom de ta fonction watch doit matcher un truc. Du contexte React, des datas communes à toute une hiérarchie de composants. Euh, ouais, ça me parle pas comme ça. Pour moi, c'est un peu, enfin, est-ce que c'est pas équivalent à un module Redux ou Vuex? En fait, sur Vuex, tu peux définir des modules. Euh, ouais, bah voilà. Pour moi, ce serait plutôt ça l'équivalent, un module Vuex. En gros, tu vas découpler ton state en plusieurs modules et du coup, ton composant va gérer, va avoir accès qu'à un module. Ça évite de donner le full state à tout le monde. Alors, j'ai aucune idée si Redux fait la même chose. Ça me paraîtrait pas hallucinant. Mais après, tu peux, avec Vue, tu vas pouvoir aller taper dans des enfants un peu plus loin. Tu peux, par des sortes de tweaks, aller voir tes descendants et tes ancêtres. Souvent, c'est quand même que t'es un peu en dehors des clous du framework alors tu peux le faire, mais ouais, faire gaffe avec ces trucs-là parce que c'est souvent comme ça que tu introduis un peu des merdes dans ton appli et où après tu vas avoir des problèmes de rendu, des composants qui sont pas réactifs alors qu'ils le devraient et où du coup tu vas te retrouver avec plein de soucis quoi. Ouais, alors composants. Ce que je vous propose, on va pouvoir tester notre super tool. Euh, ouais, bah, je vais tout poster. Alors, j'ai mis quelques références, mais il y a vraiment trois fois rien. Je vais compléter un peu le truc. Ce qui est intéressant, c'est que vu on travaillait sous la forme de RFC pour cette version 3, et vous pouvez aller lire tous les docs. C'est pas si dégueulasse. Enfin, des fois, on a un peu peur quand on entend le nom RFC. Si je prends la Composition API, je sais pas si. Ah bah c'est tout. Composition API, il est où? Ah, voilà. Composition API. Et du coup, on peut voir voilà, tout leur spec, en fait, toute leur RFC sur les différentes features de la 3. Et ça, c'est vraiment cool parce que bah, ça. Voilà, quand je disais que la doc elle est vraiment sympa avec Vue, là ils ont poussé encore le truc un peu plus loin. J'ai aucune idée de si React et Angular ils font le même genre de truc, mais ça c'est vraiment cool. Voilà, donc si vous voulez le détail de la Composition API et savoir comment ça marche, vous pouvez aller voir ça, il y a vraiment toutes les infos dedans. Et du coup, on va finir. Merde, ah, j'ai perdu la page. Voilà, si vous voulez, on a un petit tool. Alors, il faut changer d'outil. Je vais coller ça dans le chat Twitch. Il faudrait que je me connecte encore. Et il y a un mot de passe, JS Sophia Returns. Je vais le laisser. Limite, je vais le laisser sur le Twitch. Ah, merde, je fais exprès. Hop, ok. Bah voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour, on va plus prendre de questions. Vous pouvez, si vous voulez, venez sur le petit tool, l'After Talk Party. Bon, je pense qu'on va le fermer tranquillement vers 8 heures. Mais voilà, c'est un petit tool pour échanger, que ce soit un peu plus simple que par le chat. Si vous voulez essayer, après, bon, si vous n'avez pas envie, tant pis. Franchement, le tool est sympa, essayez au moins de venir 5 minutes. C'est assez, euh, c'est assez marrant. Par contre, je fais n'importe quoi. Alors, je vais essayer de retrouver Twitch. Ah, ça y est.
Je vais poster dans le chat l'URL. Ouais, alors je vais pas poster le... ouais, je sais pas, vu qu'on a des phishing là, je sais pas si ça vaut le coup de poster le mot de passe. Mais ouais, allez dessus. Allez dessus, comme ça on pourra plus échanger. Si vous avez des questions, ce sera vraiment plus simple. On peut échanger en voix, vidéo. Ce sera plus sympa quoi. Voilà. On est dessus, il y a des petites rooms. En gros, vous êtes un petit cercle et vous pouvez vous balader dessus. Voilà, on vous attend. Merci, merci d'avoir suivi tout ça. C'était une première, donc n'hésitez pas à nous faire du feedback. Et, euh, et voilà. Et voilà, c'était la première full online. Donc voilà, on espère que ça vous a motivé, que ça vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez été tôt le cas présenté, des trucs à voir. Voilà, venez nous voir, venez nous en parler. Merci, salut.